Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Alors, je suis Nicolas Parpex, donc j'organise cette boom, ce qui fait que je suis un tout petit peu tendax et que je vais devoir vous quitter dans un quart d'heure pour aller tourner la sauce pour pas qu'elle colle au fond de la casserole. Donc Damien, qui est un investisseur émérite dans l'équipe, fera ce petit relais et je reviens juste après. Et je remercie infiniment nos trois participants, Antoine, Iris et Jean-Baptiste, d'avoir répondu à l'appel pour échanger sur un sujet qui, je pense, vous intéresse tous, comment lever des fonds quand on est une entreprise culturelle. Alors peut-être un petit tour de table inaugural, si ça vous va, sur à la fois qui vous êtes et votre fonds. Je commence. Donc Iris Alameddine, je suis directeur chez Rain, qui est une merchant bank. Est-ce que c'est mieux comme ça? Vous m'entendez? Ok. Donc je disais, Iris Alameddine, je suis directeur chez Rain, qui est une merchant bank focalisée sur le sport et les industries créatives. Concrètement, ça veut dire que je fais du conseil en fusion-acquisition, en M&A, et on a aussi également des fonds de venture et de croissance. Pardon, excuse-moi. Est-ce qu'il y a quelques entreprises dans le portfolio, dans le secteur que tu peux citer pour donner une couleur? Ouais. Donc, par exemple, on était un des premiers investisseurs de Vice Media. À l'époque, on a investi dans des studios de production, Imagine, Propagate. Et récemment, on était les premiers investisseurs de Moonbug, qui a un roll-up de contenu pour enfants, initialement YouTube, qu'on a diversifié à travers toutes les plateformes et qu'on a revendu à Blackstone l'an dernier pour 3 milliards. Bonjour à tous. Alors l'exit à 3 milliards, les amis, à vous. Hein, je ne voulais pas commencer. Jean-Baptiste Costade-Borgard, directeur d'investissement. Heureusement qu'on a mis le col roulé pour se tenir chaud. Hein, merci. Ouais. Donc Arnova, qui est donc un fonds d'investissement dans les industries culturelles et créatives avec une forte tonalité dans le monde des arts visuels, le monde des musées et du marché de l'art. Même si on a tendance à s'en écarter, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et donc on a une particularité qu'on est le fonds d'un seul investisseur qui est Frédéric Jousset, un entrepreneur que pas mal d'entre vous doivent connaître. Et donc on a trois axes d'investissement. L'un qui est dans notre principale participation majoritaire, qui est le groupe Beaux-Arts, dont Arnova finance le développement. Un deuxième axe qui est l'investissement dans de l'immobilier, avec une tonalité patrimoniale, l'hôtel du Relais de Chambord, le Hangar Y notamment. Et un troisième axe qui est donc du venture dans des jeunes sociétés du secteur culturel, des ICC. On est par exemple investisseur dans Artspare, dans Emissive ou dans Patrivia, pour donner quelques exemples. Voilà. Bonjour à tous, donc, je suis Antoine Régis, l'un des cofondateurs du fonds Utopia, qui est un fonds qui est dédié plus largement à la consommation. Et donc nous, ce qu'on essaie d'accompagner, ce sont des jeunes sociétés qui pensent la consommation différemment, et on essaie de le formuler en 3 mots, qui sont des marques émergentes et engagées. Et donc on a évidemment dans cet environnement-là des marques qui n'appartiennent pas aux ICC. On finance des entreprises de l'agroalimentaire, de la beauté, mais aussi des entreprises des industries culturelles et créatives, que ce soit la mode. On est investisseur chez Pollen, qui est une marque de maroquinerie que vous connaissez peut-être. On est dans l'univers, on va dire, de la création et des enfants. On est investisseur chez les Mini-Mondes, qui est une jeune IP jeunesse, qui sont des magazines par abonnement et bientôt qui risquent, on l'espère, d'envahir les écrans de vos enfants. Et dans l'univers de l'équipement de la maison et de la décoration et du design, on est investisseur chez Tipto, qui est une société de mobilier durable, et dans une marque de néon qui s'appelle Yellow Pop, qui a comme particularité de faire des collaborations avec des artistes renommés et qui nous ont quittés pour certains, comme Andy Warhol, Keith Haring, etc. Donc on a cette volonté de faire le lien entre le lifestyle, la durabilité et l'investissement. On n'a pas encore l'exit à 3 milliards, mais ça ne saurait tarder, bien sûr. Et voilà, on a quelques participations communes, Antoine et Jean-Baptiste. Si on pouvait la faire ensemble, ce serait formidable. Merci Antoine. Et du coup, peut-être un mot pour zoomer, parce que là, je pose. Donc, j'ai dit que je posais pendant un quart d'heure ma casquette de French Touch Global pour parler equity. Et donc, côté BPI France, la French Touch en equity, c'est un portefeuille d'une quarantaine de boîtes des industries culturelles et créatives, avec à la fois des startups qu'on a citées, comme Emissive, comme Ariani,
dans le Web3, des PME ou des grosses PME comme Fédération Entertainment qui produit notamment le Bureau des légendes en thérapie, des marques de mode comme Officine Générale, et puis des boîtes un peu plus structurantes comme Deezer, Média Participation dans l'édition, l'animation. Atelier de France dans l'artisanat décoratif, on est chez Brut, etc. etc. Alors, merci encore une fois d'avoir répondu à l'appel. Je pense que ce qui est déjà très cool dans ce tour de table, c'est un peu la diversité, en même temps l'ADN commun et la diversité de vos plays, à la fois en termes de maturité d'entreprise, de verticale sectorielle. Alors, pour attaquer dans le dur, et on va peut-être pas craquer le sujet et trouver la pierre philosophale tout de suite, mais pour vous, au quotidien, qu'est-ce qui est spécifique dans le fait d'adresser ce type de sujet? Alors, on sait que, comment dire, on a des problématiques parfois. Alors, on est dans des modèles très différents, parce qu'on a parlé consumer goods, on a parlé médias, on a parlé patrimoine, etc. On sait qu'il y a une forte propension d'économie de prototypes dans les industries culturelles et créatives, qu'on a le fameux risque le risque créatif, qu'on est toujours dans un équilibre entre la création artistique et l'exécution business, etc., etc. Vous, au quotidien, est-ce que ça change le métier de VC, d'adresser ce type de secteur et ce type de modèle? Ou est-ce que c'est les mêmes recettes d'un bon VC? Déjà, un bon VC, c'est un VC qui fait des due deals, hein, pas comme dans FTX. Pardon, on va commencer les private jokes là. Voilà. Est-ce qu'il y a une couleur secrète? Est-ce qu'il y a une tonalité secrète au fait d'être investisseur dans la French Touch ou dans les industries créatives? Ou est-ce que c'est les bonnes recettes de VC qui s'appliquent? Qui commence? Antoine, tu t'y colles. Je m'y colle. Alors, je pense qu'il y a évidemment des spécificités liées à cette industrie, c'est celle que tu as évoquée. Ce qui est très difficile, et là je vais parler de la position d'un investisseur qui est early stage, c'est que de façon générale, quand on investit dans une société qui est jeune, il nous manque toute une série de données, de data points pour prendre nos décisions d'investissement. Parce que souvent, il y a très peu de chiffre d'affaires, il n'y a pas encore beaucoup de clients, la marque n'est parfois pas créée ou est en cours de création. Et la spécificité du coup des industries créatives dans ce contexte-là, c'est que se rajoute en effet le risque créatif et on n'est pas équipé, nous, avec nos cerveaux d'investisseurs pour estimer le futur succès d'un design de sac, d'une IP jeunesse, etc. Et donc c'est sûr que ça rajoute une difficulté additionnelle. Et donc je n'ai pas encore malheureusement la recette miracle pour dire si l'un ou l'autre de nos investissements seront un succès. Je pense que, in fine, on doit s'entourer finalement d'experts encore plus que sur les autres dossiers dans lesquels on peut investir. Et s'accrocher à des éléments, je pense que Iris, tu pourras nous partager, c'est-à-dire des éléments de communauté et d'émergence d'enthousiasme des premiers consommateurs, des premiers spectateurs, des premiers enthousiastes de ces marques-là, encore plus fort que sur d'autres marques. Iris, comment on appréhende et comment on mitige le risque créatif chez Rain? Chez Rain, tout dépend de l'industrie. Je pense que là où effectivement pour nous c'est un peu plus facile, c'est qu'on a investi dans des business qui sont un peu plus matures. Donc en général, c'est un business model qui est déjà prouvé, qui est déjà dans plusieurs pays, qui génère des revenus, qui est proche de la rentabilité, dans ce qu'on investit en tout cas en croissance. Il y a des industries aussi où on bénéficie vraiment du fait qu'on est aussi conseil depuis 10 ans dans ces industries. Donc en jeux vidéo, par exemple, ça a été vraiment clé parce que du coup, on a 10 ans de data points qu'on a collectés sur des studios de jeux vidéo. On sait à peu près prendre plus de risques que d'autres investisseurs parce qu'on sait, avec les premiers métriques, estimer si tel ou tel jeu ou tel play va potentiellement fonctionner par rapport à ça. Dans des business de production où il n'y a pas encore énormément de shows lancés, par exemple, c'est toujours un petit peu plus risqué. Mais je pense qu'on arrive à prendre des risques par rapport à notre expérience et la confiance qu'on a dans les fondateurs
de ces business-là. En fait, le management, les fondateurs, la confiance qu'on a dans leur track record est encore plus important. Surtout que nous, on investit toujours en minoritaire pour vraiment faciliter leur stratégie de croissance. Et du coup, il y a toute une structure qui vient avec notre investissement qui est aussi en lien avec ça, où on va beaucoup plus, peut-être que dans d'autres business, mettre en place des incentives pour le management pour s'assurer qu'on est vraiment aligné et que les boîtes dans lesquelles on investit, le créateur est toujours vraiment impliqué, y compris pour des objectifs business. Ça, je pense que très rapidement, je remets une petite pièce dans ce jukebox-là. Je pense que la meilleure manière de mitiger le risque créatif, c'est le niveau de confiance et d'alignement qu'on a dans les founders et le management. Ça, je suis assez d'accord avec ça. Jean-Baptiste, tu rajoutes une petite, avec plaisir. Petite couche. Alors nous, on a une réponse qui est un petit peu particulière à cette question, c'est qu'on a fait le choix que l'équipe du fonds soit aussi l'équipe dirigeante de nos participations majoritaires. Donc on est 3 investisseurs dans le fonds, Solène Blanc, Alexis Dupré et moi-même. Et Solène et moi, on dirige le groupe Beaux-Arts avec Artips. Et Alexis pilote le projet du Hangar Y aussi. Ce qui fait qu'on a, alors par ailleurs du fait de ce qu'est le groupe Beaux-Arts... Ce qui fait que là, le niveau de confiance et d'alignement est assez fort, puisqu'on parle de confiance et d'alignement avec vous-même, en fait. C'est ça. Mais ça nous donne aussi une connaissance très opérationnelle de beaucoup de ces sujets-là. Alors évidemment, quand on investit dans un média culturel, là, on connaît tout par cœur, c'est très facile, mais même dans une société qui est dans ce secteur en général, on a une connaissance assez intime des acteurs avec lesquels on interagit par ailleurs au quotidien pour le groupe Beaux-Arts, par exemple. Et donc voilà, c'est notre manière à nous de mitiger ce risque-là, qui est évidemment pas parfaite, mais qui nous donne une connaissance, une connaissance assez intime et quotidienne du secteur dans lequel on investit. Merci beaucoup. Alors c'est le moment où, comme dans le catch, donc je tape la main de mon camarade qui me remplace pendant 10 minutes. Et je vous retrouve dans 10 minutes. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Damien, je suis investisseur dans l'équipe industrie culturelle et créative. Peut-être juste une question assez basique pour le public et pour vous. Quels sont les critères, en fait, vous recevez un certain nombre de dossiers, j'imagine, chaque année, sur ces verticales très spécifiques des ICC. Qu'est-ce qui va faire que vous allez sélectionner un projet plutôt qu'un autre, et notamment à la lumière de tout ce qu'on a commencé à se dire sur le risque créatif, notamment. Allez. Alors, je pense que nous, la façon dont on procède, que ce soit dans les industries culturelles et créatives ou de façon générale, c'est qu'on définit par secteur les thèses d'investissement et les sujets qui nous intéressent plus spécifiquement pour une année donnée ou pour un temps donné. Et donc, si je prends l'exemple de l'investissement qu'on a pu faire dans les mini-mondes, ça faisait longtemps qu'on cherchait des acteurs qui pensaient le jouer différemment, qui pensaient aussi les supports pédagogiques et ludiques pour les enfants différemment, dit autrement, qui arrêtaient de proposer des licornes, des pompiers, des princesses aux enfants et qui inventaient des modèles pour la génération de parents que nous sommes. Et donc ça fait un filtre déjà assez important quand on sait ce qu'on cherche par rapport à une grille de lecture et voir tout le tout venant qui passe, on sait ce qu'on cherche. Donc c'est la première chose, on définit des thèses d'investissement, des angles d'investissement. Et ensuite, la grille de lecture, elle est assez classique, et ça s'adresse, je pense, à toutes les industries. C'est quel est le produit ? Est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose de différent par rapport à ce qui existe sur le marché ? Et à la fin, c'est quand même la qualité du produit quand on investit dans des biens de consommation, même dans des biens culturels. C'est vraiment ça qui fait la différence. L'équipe, les premières réalisations, évidemment. Et puis ensuite, la profondeur du marché qu'on perçoit. Et je pense que là-dessus, tu auras peut-être des choses à évoquer, parce que je sais qu'on a parlé notamment de la profondeur du marché de l'art. Donc la grille de lecture est ensuite un peu plus classique de tous les investissements qu'on fait. On a une approche qui est assez proche, hein, c'est des critères assez constants. Nous, il y a peut-être des choses à nouveau spécifiques du fait de notre modèle, c'est qu'on va regarder d'autant plus attentivement des projets qui ont une complémentarité forte avec nos participations majoritaires, notamment avec le groupe Beaux-Arts, parce qu'on sait que là, on a un levier pour les aider à accélérer
avec des choses qui ne sont pas de l'argent, mais qui peuvent être de l'influence, du réseau, de la communication, etc. Donc ça va rentrer toujours dans les critères qu'on va regarder. Et effectivement, quand on regarde des dossiers qui sont spécifiquement sur le marché de l'art ou le domaine des musées, qui sont des marchés en fait, où le sous-jacent est assez petit en taille économique, on va vraiment être extrêmement sélectif dans le fait que la société qu'on voit propose une solution à un vrai problème du marché. Enfin, ce que je dis là est d'une évidence stupide, mais ça va être d'autant plus important dans ce domaine-là où si la réponse n'est pas extrêmement forte en termes de valeur ajoutée, la société n'a aucune chance de dépasser les 200-300 000 euros de chiffre d'affaires à 5 ans, du fait de la petite taille du marché sous-jacent et de la petite propension à payer de la plupart des clients, en tout cas pour les sujets B2B, que sont d'une part les musées et d'autre part les galeries d'art ou les maisons de vente. Donc ça, c'est vraiment un défi particulier à ce secteur-là et qu'on a nous toujours très présent à l'esprit. Ça ne veut pas dire que du coup, il n'y a aucune société qui rentre et qui passe la barre, mais simplement la sélectivité est d'autant plus forte à cause de cette contrainte-là. Peut-être pour ajouter, donc de ma perspective et surtout pour notre fonds de croissance, on fait des investissements entre 50 et 150 millions de dollars. Donc notre perspective de retour sur investissement, c'est déjà sur des business qui doivent devenir quand même d'une certaine taille. Donc nous, ce qu'on regarde, surtout dans des business créatifs, c'est vraiment à quel point cette création ou cette IP, cette marque, peut vraiment avoir une vraie échelle à l'international. Donc le potentiel d'internationalisation du contenu ou de l'IP ou de la marque est super important. Et du coup, en général, il y a des marques ou des contenus qui sont très localisés, mais qui ont des messages, ont une identité qui vont parler à toutes les communautés à l'international. Moonbug, en l'occurrence, c'était le cas. C'était du contenu pour des enfants avant le CP. En général, les enfants de cet âge-là regardent tous à peu près le même type de contenu. En plus, on regarde les mêmes vidéos des centaines de millions de fois. Donc là, il y avait un potentiel d'usage à l'international qui était extrêmement fort. En termes de règne, de la manière dont on est structuré aussi, c'est qu'on a des bureaux partout aux États-Unis, en Asie, en Europe. Donc quand on investit, on essaye aussi, nous, en tant qu'investisseurs, de soutenir cette expansion dans tous les cas. Et puis après, il y a la question, forcément, est-ce que ce business est capable d'avoir une certaine taille pour faire des économies d'échelle pour être rentable? C'est une première chose. Et ensuite, jusqu'à quel point on peut réaliser de à dans ce business. Et souvent, dans les industries créatives, il y a un sujet purement de business model. Et est-ce qu'on arrive à générer des revenus de plusieurs manières? Pour Moonbug, c'était particulièrement important. Si je reprends cet exemple, parce qu'on rachetait des business qui se monétisaient à 100% sur YouTube initialement, donc on avait un gros risque lié à la plateforme, mais c'est quand même des IP qui génèrent des centaines de millions de vues par mois, donc il y a une vraie audience internationale qui est très monétisable. Donc l'idée, c'est dès qu'on a investi avec l'équipe de management, on a vraiment pris le contenu, on l'a amené sur d'autres plateformes. C'est des IP autour desquels on pouvait créer des jeux, faire du licensing, etc. Donc progressivement, on a rajouté différentes sources de revenus. Et souvent, c'est les stratégies qu'on opère, nous, et qu'on encourage en tant qu'investisseurs. C'est un peu cette vision 360 degrés. J'ai une marque, j'ai une création très forte. Quels sont tous les moyens par lesquels je vais pouvoir monétiser ce contenu ou cette IP? Et souvent, les business models digitaux permettent vraiment de diversifier les sources de revenus. Moi, j'ai une autre question. Très basiquement, une fois que vous investissez, vous... On espère bientôt avec un musée français également, et qui explore également d'autres collaborations avec des artistes en direct ou des estates d'artistes, des héritiers d'artistes décédés, avec des galeries, pour continuer à explorer tout ce champ-là. Parce qu'effectivement, le modèle sur lequel il s'était lancé à la fin 2021 et sur lequel on a investi nous début 2022 a été très largement bousculé par toute la vague qu'on connaît depuis, on va dire, le mois de mars 2022. Et donc ça oblige à constamment se reposer la question. Donc là, on est effectivement dedans avec eux et on essaye avec eux de voir quelles sont les choses, les orientations qu'on peut prendre. L'avantage, c'est qu'ils ont fait une levée importante qui leur donne beaucoup de temps. Donc ils ont 18 ou 24 mois devant eux.
Et donc voilà, on travaille avec eux et donc on teste. C'est vraiment une phase où il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être testées sur ce domaine-là, à la fois côté institution ou galerie ou artiste partenaire, mais aussi côté acheteur, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup bougé, entre des acheteurs très spéculateurs, entre des collectionneurs qui achètent des NFT uniques qui sont des œuvres d'art en tant que telles, plutôt que des objets de collection comme sont les fameux PFP à 10 000 exemplaires. Enfin, voilà, c'est un marché dans lequel on est effectivement assez... on observe beaucoup ce qui se passe et on essaie d'accompagner autant qu'on peut la collection. Nous, on n'a pas nécessairement investi dans des business NFT ou crypto en soi. On a plutôt considéré cette tendance en termes de quelle est l'implication sur les business qu'on regarde d'habitude et quelles opportunités, quels risques. Est-ce qu'il y a des moyens de monétiser de manière différente les business qu'on connaît déjà. Donc on n'a pas fait beaucoup de pure play crypto NFT, mais on a fait quand même des investissements. Nous, on a aussi un fonds qui est focalisé jeux vidéo de 200 millions de dollars qu'on a levé l'an dernier. Et on a investi, par exemple, donc pas directement des business qui se monétisent 100% par des NFT, mais plutôt des outils qui permettent d'avoir des applications crypto dans certains secteurs. Je m'explique avec un exemple concret. On investit dans Zebedee, qui est en fait un acteur qui permet aux développeurs de jeux vidéo d'avoir cette composante crypto, paiement crypto à l'intérieur de leur jeu. Et donc, ça nous permettait de capitaliser sur la tendance qui est quand même transformative pour le marché, sans avoir le risque un peu de trading des NFT. On savait que l'usage allait de manière certaine être là pour rester, mais on ne voulait pas être sujet aux fluctuations des marchés crypto. Et de notre côté, on a fait un gros travail en fait en début d'année 2022 d'appropriation du sujet. Nous, on vient du consumer à la base, donc c'est sûr que les sujets crypto et NFT, il y avait une bonne partie de l'équipe qui regardait ça comme une poule devant un couteau. On n'est pas devenus des experts, mais on en est arrivé à la conclusion, enfin on est arrivé à deux conclusions. La première, c'est que probablement l'adoption massive par le consommateur lambda, on n'y était pas encore, et que donc c'était pas encore vraiment notre sujet, et qu'il y avait... en fait, on était dans la phase de la construction de l'infrastructure et que les projets qui étaient vraiment transformants, c'était ceux-là qui étaient en train de se passer. Ce n'est pas notre rôle d'investisseur aujourd'hui de se positionner là-dessus. Et la deuxième conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'on allait encourager les fondateurs et les sociétés de notre portefeuille qui avaient envie d'aller sur ces sujets-là à le faire, mais sans forcer les choses, et que ça soit, faut que ça vienne des fondateurs, de leur appétence, de leur envie. Il y a quand même une énorme montée en compétences sur tous ces sujets-là. Et donc, il faut que ça fasse partie du projet. Et donc, aujourd'hui, on a une de nos sociétés qui s'est un petit peu amusée dans cet environnement-là, c'est Yellowpop, qui a sorti il y a peu de temps une collection de néons en collaboration avec... Enfin, pas en collaboration d'ailleurs, mais ils ont réinventé les œuvres d'Andy Warhol en néon. Et il y a notamment au sein de cette collection-là une édition limitée d'une 20aine de néons avec un pendant NFT qui donne accès à un certain nombre de privilèges et d'avantages. Mais c'est des choses qui venaient des fondateurs. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'en fait l'usage, là où ça a émergé, c'est l'univers de l'art, et on voit que finalement c'est la société qui est plus exposée à cet univers-là qui s'est approprié le sujet. Et peut-être juste en complément, c'est effectivement, j'ai parlé d'un investissement qu'on avait fait dans le domaine, mais effectivement on a aussi réfléchi avec nos participations, notamment avec Artspur, qui est une marketplace de galeries. Donc pour eux, c'était assez naturel de se poser la question. Ils continuent à travailler dessus. Ils ont plusieurs milliers de galeries qui vendent sur leur plateforme. Eux, leur logique, c'est d'essayer d'accompagner les galeries qui le souhaitent pour comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est plutôt une offre de service. Et puis chez Beaux-Arts aussi, on réfléchit à ce que ça veut dire du point de vue d'un média, le sujet des NFT du Web3, comment ça peut, à moyen ou long terme, transformer notre business, par exemple sur les sujets d'abonnement. Donc on y travaille aussi à l'intérieur de ce qu'on a déjà dans le portefeuille. Ok, cool. Un point qui est très important, qui est transformant pour nos métiers à nous aussi, c'est les thématiques RSE qui bougent, et la pression s'accroît sur les investisseurs. Comment vous percevez ces thématiques à la fois dans votre doctrine d'investissement et puis dans le suivi des participations, et comment vous percevez votre rôle d'investisseur sur ces thématiques ? Excellente question.
Chez Utopia, on a abordé le sujet sous plusieurs angles depuis maintenant un peu plus de 3 ans, je dirais. On le fait à la fois au niveau de la société de gestion, donc Utopia Gestion, la société qu'on a fondée il y a quelques années, et elle est Bicorp et entreprise à mission. Ça veut dire qu'on a inscrit dans nos statuts notre mission, qu'on a du coup des gens qui viennent vérifier qu'on exécute bien notre mission, qui est de soutenir avec ambition, bienveillance et transparence des modèles qui sont transformants de façon positive la société de consommation. Donc on se questionne sur ces sujets-là et on se dit la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on soit exemplaire, parce qu'on va demander des choses à nos participations, et donc il faut qu'on ait nous-mêmes, si on leur demande d'être société à mission, il faut qu'on le soit nous-mêmes pour comprendre ce que c'est. Si on leur demande d'être Bicorp, il faut qu'on comprenne nous-mêmes ce que c'est et comment se passent tous ces processus-là. Et ensuite, évidemment, en tant qu'investisseur, 95% de notre empreinte carbone et de notre impact, de notre effet de levier, c'est au niveau de nos participations. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on embarque nos participations sur ces sujets-là. Et ça se fait à plusieurs niveaux. Ça se fait au niveau de la grille d'investissement, en effet. Et alors, on n'a pas défini, à part, on va dire, les armes ou la drogue, etc., on n'a pas défini de liste d'exclusion, en revanche, de champs d'investissement. En revanche, notre thèse d'investissement, c'est des marques émergentes et engagées, et c'est la transformation de la société de consommation. Donc quand on dit ça, ça veut dire que sur chacun des secteurs, on va regarder des choses qui répondent à un triptyque que nous, on a défini comme bon pour soi, bon pour la société, bon pour la planète. On fait systématiquement des audits d'impact ou ESG avant l'investissement, pas tellement pour scorer, pour savoir pas pour mettre une note, mais pour surtout définir ensuite quels seront les champs d'action et quelle est la roadmap qu'il faudra définir avec les sociétés dans lesquelles on investit. Et je dirais qu'on a un peu 2 grands types de sociétés. Il y a celles qui sont impact native, entre guillemets, c'est-à-dire où chaque euro de chiffre d'affaires permet de construire un monde meilleur. Je suis désolé pour les poncifs, mais c'est juste pour aller un petit peu plus vite. Et donc, je te donne un exemple. Alors, on n'est pas vraiment dans les ICC, mais Murphy est une société qui fait de la réparation d'électroménagers et de la vente en reconditionné d'électroménagers. Quand ils font 1 euro de chiffre d'affaires, Murphy, en principe, ils évitent des tonnes de CO2, ils évitent la destruction de la mise au rebut d'électroménagers. Et puis, on a des sociétés qu'on a plutôt envie d'accompagner dans le bon sens, qui viennent. Donc, si je prends l'exemple de Yellow Pop qui font des néons, ce sont des néons qui sont fabriqués en Chine. Et donc, le plus gros de l'empreinte carbone, c'est en fait le transport, parfois et souvent en avion, depuis les usines chinoises jusqu'au client final, qui est plutôt aux États-Unis ou en Europe. Un des éléments de la roadmap de Yellow Pop, c'est de se dire on va relocaliser la production sur les lieux où sont les clients, donc en Europe de l'Est pour l'Europe, aux États-Unis pour le marché américain. Et donc c'est des choses qui prennent du temps, mais sur lesquelles qu'on a identifié en amont et qu'on déploie ensuite pendant les quelques années de l'investissement. Donc c'est des sujets qui sont importants pour nous. Sur lesquels on se met en mouvement, et particulièrement sur les sujets de contenu, et je conclurai là-dessus. Si on prend l'exemple des mini-mondes, c'est comment est-ce qu'avec le contenu qu'on donne à nos enfants, on arrive à, encore une fois, j'utilise un peu à poncif, mais construire un monde meilleur, ou bien alors les alerter sur des sujets et les éduquer et donner les outils aux parents pour les éduquer sur ces sujets-là que peuvent être la crise climatique, la diversité, le rôle des femmes, etc., etc. Voilà. Alors nous, on a je dirais une approche qui est un peu plus simpliste et donc perfectible. La mission d'Arnova, c'est effectivement d'investir et de financer des sociétés qui aident à transformer le secteur culturel, à faire émerger des business models dans le secteur culturel, et donc, in fine, dans notre mission, à déployer et développer le reach de la culture au plus grand nombre, aider les musées du coup à trouver des sources de financement plus pérennes, etc., etc. Donc on a toujours cet axe-là quand on investit dans des sociétés. Et donc c'est ça le principal axe, on va dire, de notre politique RSE, c'est vraiment de se concentrer sur l'élargissement de la culture au plus grand nombre par les sociétés dans lesquelles on investit. Le pendant de ça, c'est que les plus-values d'Arnova sont l'une des sources de financement de la fondation qu'a créée notre investisseur Frédéric Jousset, qui est la fondation Art Explora, qui est bien séparée d'Arnova, mais voilà, la logique, c'est qu'une partie de ces financements proviennent des plus-values réalisées par Arnova, et Art Explora, elle, c'est vraiment une fondation dont le seul objectif est de déployer des actions dans le champ social par tous les moyens numériques, terrestres et maritimes, parce qu'il y a ce projet de bateau qui va faire le tour
de la Méditerranée pour déployer des expositions, etc., voilà, auprès d'un public qui est éloigné de la culture. Donc voilà, c'est ça vraiment nous le gros axe sur lequel on travaille. Mais effectivement, on doit pouvoir s'améliorer sur le fait de regarder d'autres critères également et d'avoir des grilles de lecture un peu plus poussées sur certains sujets. Voilà. Nous, en fait, on a dû de toute façon, parce qu'on lève des fonds de LP internationaux qui ont maintenant leur propre requête en termes de compliance à ces critères-là. Donc on a dû mettre en place à la fois dans la diligence, à la fois dans la manière dont on sélectionne les business dans lesquels on investit, et à la fois dans leur reporting financier maintenant, doit aussi incorporer des critères qualitatifs d'impact qu'ils ont sur la société et l'environnement. Donc ça, c'est un peu plus sur un aspect process et un aspect un peu technique de la manière à travers laquelle on investit maintenant. Je pense que fondamentalement, nous aussi, ce qu'on pense, c'est les business qui vont vraiment fonctionner et vraiment faire un retour sur investissement, c'est les business qui ont cette durabilité à travers le temps. Et en fait, ces critères-là vont nous permettre aussi, en les incorporant, de s'assurer qu'on peut maximiser ça. Et d'une manière générale, c'est pas nécessairement dans je suis assez mature pour Rain, mais dans les nouveaux sujets qu'on voit émerger, on constate beaucoup que de toute façon, les exigences des audiences et des consommations vont aussi influencer un peu les créations et les marques à incorporer cette dimension un peu plus impact positif, plus qu'avant. Là, en l'occurrence, on regarde beaucoup à travers les États-Unis des business qui sont celebrity-based. En Europe, on commence aussi à regarder certains créateurs et les business et les marques qu'ils essayent de créer autour d'eux, notamment parce que d'un point de vue opportunité business, ça permet de créer des marques, d'avoir des créations qui prennent tout de suite de l'ampleur en termes de taille sans avoir nécessairement besoin d'investissement marketing énorme parce qu'il y a des communautés tout autour qui soutiennent ces créations. Il y a le feedback de la communauté qui permet de maximiser cette création-là. Et notamment, c'est une anecdote, mais j'avais rencontré ce créateur récemment qui s'appelle Prime, qui est un ancien athlète qui est parti de la Courneuve, parti de rien, qui a utilisé sa capacité à être un athlète de football américain pour voyager et devenir un athlète au Canada, qui s'est blessé, qui est revenu et a recommencé complètement de zéro, à nouveau à la Courneuve, du coup qui est devenu un champion français de FIFA, le jeu vidéo, qui a construit une audience à travers ça, qui a décidé que dans ses vidéos YouTube, il voulait incorporer de la musique, il y avait des changements de règles, de copyright de YouTube, du coup, qui a appris à être musicien lui-même, qui est devenu un rappeur français, qui a réservé l'Olympia sur un coup de tête, qui a rempli l'Olympia en 3 semaines. Et qui s'est dit non, j'ai un talent, c'est certain, comment je peux créer quelque chose qui ne dépend pas de moi, Prime, et qui a du coup utilisé ça pour lancer une marque de mode qui s'appelle Narcissique, qui est justement avec une twist narcissique écrit à l'envers. Donc en fait, il faut se regarder dans le miroir pour le lire, et c'est vraiment en fait presque un mouvement culturel qui encourage son audience, son public à s'aimer soi-même, à se sentir plus confiant, à croire en ses projets, etc. Et c'est vraiment de la même manière qu'il a réussi à construire cette audience de 3 millions de personnes en quelques mois parce qu'ils étaient inspirés par ces messages. En gros, on peut tous partir de rien, se dépasser et faire quelque chose de grand. Il a essayé de mettre ces valeurs-là dans sa marque de mode. Et en plus, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu accès à des financements externes, donc il devait faire un produit qui était aussi rentable immédiatement, bien sourcé, parce qu'on n'a pas nécessairement beaucoup d'argent à mettre en marketing quand on ne peut pas faire appel immédiatement à des capitaux externes. Et après, qui s'est associé avec un autre créateur, un streamer de e-sport qui s'appelle Kameto, pour créer une équipe de e-sport qui s'appelle Carmine, qui est maintenant un phénomène en France et dans toute l'Europe, qui n'a jamais levé de financement externe, contrairement à beaucoup d'équipes de e-sport, mais qui a fonctionné tout de suite parce qu'il y avait en fait autour de la création de la marque tout ce storytelling qui diffusait les valeurs positives de la marque, qui est presque héroïque. On peut partir de rien, créer un champion de e-sport qui est devenu 3 fois champion de League of Legends en Europe, et qui a aussi créé un business tout de suite solide en termes de sources de revenus. C'est un point que je mentionnais auparavant, qui dès le départ créait du contenu en plus de faire du e-sport,
vendait des t-shirts parce que c'est aussi une marque un peu lifestyle qui a tout un mouvement culturel autour et du coup qui a un peu cette monétisation 360 degrés et qui fait des événements un peu nouvelle génération, sport, entertainment, lifestyle et notamment qui a lancé cet événement, le KCX, qui a un peu bouleversé notre secteur. J'en ai beaucoup entendu parler en juin, qui a rempli l'Accor Arena avec 12 000 personnes. Donc tout ça pour dire qu'avec ces exigences des audiences qui sont beaucoup plus inspirées par des valeurs positives, je pense que ça peut d'une manière générale beaucoup influencer la manière dont on crée des produits, dont on crée des marques et même la création de contenu en général qui a plus vocation à attirer des publics de manière organique parce que ça nous parle et parce qu'en plus c'est des valeurs qui transcendent toutes les cultures plutôt que de faire des purs produits marketing comme on a beaucoup fait auparavant. Merci Iris. L'heure passe et j'imagine que vous avez peut-être quelques questions à nous poser. Avant cela, je vais passer la parole à Nicolas pour conclure sur cette table ronde et vous rendre la parole juste après. Merci Damien pour le relais. Alors l'apex de la cuistrerie, c'est de conclure une masterclass où on a loupé un bout. Donc je vais me donner à cet exercice formidable. Non, peut-être un dernier tour de table en mode shotgun avant de passer quelques minutes sur les questions. C'est bateau, mais il faut que ça vienne du cœur et que ce soit utile. C'est drôle parce que je ne sais pas si vous étiez sur la plénière ce matin, mais j'étais passé à ça de parler de la chanson Utile de Julien Clerc et Dabadi dans mon discours, et Garousse l'a fait juste derrière. Et je trouve que l'utilité, l'art, tout ça, on ne va pas craquer ça maintenant. Donc, je viens à ma question. Tous les trois en mode shotgun, un type, le truc qui, dans une rencontre avec un fondateur, avec un entrepreneur, dans un deck, qui vous suscite une émotion positive sur le fond, la forme. Il y a énormément d'entrepreneurs créatifs dans la salle. Quel est le truc qui vous fait secouer le bateau sur un dossier ? Antoine a l'air très très chaud là. Je vais laisser mes camarades réfléchir. Alors ça se voit pas forcément sur un deck, mais plutôt dans une rencontre. Et c'est bateau, hein, mais on parle de secouer le bateau, donc on y va. C'est l'alignement. Enfin, les projets où on voit tout de suite les entrepreneurs opportunistes et les entrepreneurs qui sont animés par ce qu'ils font et ça nous paraît essentiel parce que on a croisé un certain nombre d'entrepreneurs. J'ai été entrepreneur, d'autres personnes de l'équipe l'ont été. Et être entrepreneur, c'est quand même un parcours du combattant. Et donc, si on n'a pas les deux pieds bien accrochés, si on n'est pas bien droit, si on ne sait pas au quotidien pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, sans se mentir, sans être dans l'erreur de l'ego parfois, on n'y arrive pas. Donc, c'est vraiment l'alignement du projet, de la personne. Et qui fait que même après des gilets jaunes, du Covid, une guerre en Ukraine, on a quand même envie de se lever le matin pour continuer à faire ce qu'on fait. Voilà. Je plus sain, ça. Merci Antoine. Je pense que on peut avoir une vision un peu simpliste du sujet où il faut un super entrepreneur successful et l'investisseur qui sait reconnaître ça et qui met de l'argent. En fait, c'est beaucoup plus humain et bilatéral que ça. Je pense que ce qui fait une success story, en fait, c'est un binôme, quoi. Et c'est un partenariat. Et on peut avoir un entrepreneur très brillant et très successful et un très très bon VC. Et en effet, si les intérêts ne sont pas alignés, si la vision n'est pas partagée, ça ne fait pas une belle histoire, quoi. Donc merci Antoine, je pense que je partage complètement. Je ne peux que être d'accord, évidemment. Moi, il y a un élément, alors c'est un peu un détail, mais j'ai en tête plein d'inefficiences, en tout cas les deux marchés qu'on pratique le plus, le marché de l'art, les musées. Et quand je vois une entrepreneuse, un entrepreneur qui vient avec une solution à l'un de ces frottements, et en fait c'est assez rare parce que c'est vraiment des choses assez complexes, assez enfouies dans des relations souvent B2B. Là, ça fait vibrer quelque chose. Je me dis, là, ça y est, on a quelqu'un qui a compris un truc que personne d'autre a vu. Il a une solution que moi, j'avais pas en tête. Et ça, c'est assez sympa. Complètement d'accord avec vous deux. Je pense que moi, quand je revois des opportunités d'investissement, c'est souvent des entrepreneurs qui ont réussi quand même à se prouver sur ces aspects-là. Et le layer en plus de ma perspective, c'est vraiment, OK, maintenant j'ai envie d'aller conquérir le monde. Et c'est vraiment ça parce que du coup, nous, on met tous les moyens en place pour leur permettre de faire ça. Waouh. Je pense que c'est plutôt une très bonne conclue.
French touch.